Est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer? Est-ce que Google a tué l'école? Est-ce que les élèves vont encore écrire si ChatGPT peut le faire à leur place? Chaque grande avancée dans la diffusion de l'information a suscité les mêmes questions, les mêmes débats. Ces questions vous semblent récentes, mais spoiler alerte, pas du tout. Alors au fond, qu'est-ce qu'on redoute? On va donc remonter la trace de ces grandes ruptures qui ont marqué l'histoire du savoir et de son partage, et puis justement, éviter de flipper. Du coup, tout de suite, place à la vidéo. Temps lointain, partons au Moyen-Âge, le savoir était réservé aux érudits, aux clercs, aux moines, aux religieux, aux politiciens, aux aristocrates, mais sûrement pas au bas peuple, chers amis. C'était un savoir qui du coup était essentiellement conservé et recopié par les moines copistes qui étaient dans leur monastère, où ils recopiaient en permanence du coup les récits, et c'était un savoir qui souvent était essentiellement soit biblique, soit juridique, soit administratif, mais qui n'était pas dans l'objectif de pouvoir partager des histoires ou de pouvoir transmettre un savoir accessible du coup à tout le monde. Déjà parce que la majorité des gens ils savaient pas lire, ils étaient paysans donc ils avaient un peu autre chose à faire qu'aller lire des récits, si jamais ils avaient su le faire, et surtout parce que de toute façon on n'était pas dans l'idée de rendre ce savoir accessible. On était sur une langue qui était du latin, on n'était même pas sur le langage vernaculaire, c'est-à-dire sur les dialectes et les langages qui existaient au sein de la population. Quant à ce qui concerne les récits, ou tout simplement la transmission de savoir, par exemple, au niveau des professions artisanales, eh bien on était sur de l'oral. Donc on n'était pas du tout sur une pratique là de l'écrit et surtout sur une pratique de diffusion de l'information. Au contraire même, on était plutôt sur une pratique de secret. Et puis on le sait bien, savoir égale pouvoir, donc si on garde le savoir pour soi, eh bien du coup, on a le pouvoir sur les autres. Parce que comme je le dis souvent à mes élèves, une population qui pense, c'est une population qui potentiellement pourrait être dangereuse pour le pouvoir, donc on évite qu'elle pense trop, comme ça au moins on s'assure de pouvoir garder le contrôle. Et oui voilà, sauf que 15e siècle, bouleversement total des choses, puisque arrivé en Europe de l'imprimerie. Gutenberg, ce très cher allemand, va du coup révolutionner la manière dont cela fonctionnait avec cette machine qui est l'imprimerie. Petite parenthèse d'ailleurs, faut savoir quand même que l'imprimerie qui arrive en Europe au 15e siècle, c'est pas une nouveauté en soi, puisque les Chinois, ça faisait déjà à peu près 1000 ans qu'ils imprimaient des choses. Mais nous en Europe, on est toujours un petit peu lent, et quand on apprend quelque chose, on croit toujours qu'on est les premiers à le savoir. Fermeture de la parenthèse. Donc, ce qui effraie encore une fois avec l'imprimerie, c'est en fait la perte de contrôle. Pourquoi? Eh bien parce que avant, comme je vous le disais, les manuscrits étaient écrits à la main, recopiés du coup par des moines copistes dans les monastères. Désormais, on ouvre la possibilité à ce qu'on puisse diffuser au plus grand nombre et surtout qu'on puisse imprimer en reproduisant le texte à l'identique. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a certains érudits qui trouvaient du coup que c'était grave parce que si jamais il y avait des erreurs dans le texte, en gros on allait les imprimer plusieurs fois, alors que avant, quand il y avait les moines copistes, il y avait relecture de plusieurs personnes. Bon, quand même à nuancer parce que dans les faits, les moines copistes ils sont bien mignons, mais ils ont aussi recopié des erreurs dans le temps. L'église était aussi bien sûr très inquiète puisqu'en fait, à cette époque, la réforme protestante de Luther a quand même bien profité du coup de l'imprimerie puisque les bibles ont été imprimées et qu'en plus elles ont été traduites, ce que l'église n'avait pas du tout envie en fait, parce que eux ils voulaient justement garder le contrôle sur la masse populaire et donc là, rendre la Bible accessible et en plus dans un langage qui n'était pas le latin, eh ben ça leur plaisait pas beaucoup. Alors quand même à nuancer parce qu'on rappelle que la majorité de la population ne sait pas lire, les gens sont majoritairement analphabètes, illettrés, donc l'impact est quand même assez limité en termes de diffusion et l'accès finalement est socialement limité surtout. Quelques siècles plus tard, nous arrivons au XVIIIe siècle, dans ce siècle qu'on appelle le siècle des Lumières, avec ces philosophes, ces érudits, ces savants qui se disent il faut qu'on puisse mettre le savoir à disposition de tous et pour cela il faut pouvoir le réunir dans un seul et même lieu, qui était en fait un seul et même livre, qui est l'encyclopédie et qui en fait n'est pas un seul et même livre puisqu'il y a plusieurs encyclopédies, à la fois une encyclopédie écrite et à la fois une encyclopédie avec des planches de dessin puisqu'à l'époque on ne pouvait pas imprimer dessin et écriture sur la même. Donc on est cette fois-ci avec Diderot et d'Alembert qui ont créé l'encyclopédie et qui ont demandé à des philosophes de rédiger des articles dedans, dans l'idée de rendre le savoir du coup accessible à tous. Même si, encore une fois, on nuance parce que c'est pas parce que c'est accessible que tout le monde y a accès, voilà. Puisque encore une fois, déjà faut savoir lire, faut avoir le temps de se dire tiens je vais aller regarder à la bibliothèque l'encyclopédie. Donc ça, tout le monde ne le fait pas. Mais on est quand même dans un projet d'universalité,
de transmission du savoir et non plus de garder l'information pour soi. Ce qui est surtout intéressant avec les philosophes des Lumières, qu'on prenne Rousseau, Diderot, Voltaire ou Nicolas de Condorcet, c'est qu'on est dans l'idée de pouvoir offrir un savoir et surtout une éducation accessible à tous. Et justement, Nicolas de Condorcet, ce philosophe des Lumières qui est bien trop souvent oublié et qui en fait a beaucoup œuvré justement pour l'accès à l'éducation, a notamment produit des discours dans lesquels il était l'un des pionniers pour pouvoir proposer une éducation qui serait universelle, gratuite et laïque, et aussi obligatoire. Et oui, tout ça avant Jules Ferry. Oui. Bah oui. Jules Ferry n'a fait que reprendre ce qu'avait dit Condorcet. L'idée, c'était donc de forger un citoyen éclairé qui puisse penser par lui-même et ainsi forger sa propre pensée et participer à la vie démocratique. Nicolas de Condorcet disait donc vouloir offrir à tous le moyen de pouvoir développer ses facultés. Il disait surtout que tant qu'un homme pourra être empêché d'apprendre, il pourra être empêché d'être libre. Donc pour Condorcet, l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la pensée libre, et donc à la liberté de l'individu. Puisque pour lui, l'ignorance en fait est un danger pour la liberté, puisque justement, encore une fois, le pouvoir du coup peut nous contrôler. Et à noter d'ailleurs que Condorcet est l'un des premiers à expliquer que les femmes comme les hommes ont le droit d'avoir accès à l'éducation, puisque pour lui, il n'y a pas d'argument rationnel qui disent que les femmes devraient être exclues de l'éducation. Bon, malheureusement, Condorcet va être guillotiné, comme une grande partie des gens durant la Révolution française, mais ses idées vont quand même pouvoir perdurer, nourrir des réflexions un peu plus lointaines, jusqu'à notamment Jules Ferry. Mais au milieu de tout ça, nous avons du coup le 19e siècle. Et là aussi, du coup, on a l'imprimerie, sauf que cette fois-ci, on passe sur une imprimerie qui devient un peu plus industrielle, enfin, voire même beaucoup plus industrielle. Donc, grâce aux progrès techniques, que ce soit les rotatives, les presses mécaniques, les compositions aussi qui sont plus rapides pour pouvoir donc justement faire évoluer les linotypes, donc en fait certaines manières de procéder au niveau de l'imprimerie, la production devient massive, rapide et surtout beaucoup plus bon marché que ne l'étaient les premiers livres qui étaient imprimés. Et en plus, on est dans un siècle d'explosion de la presse, donc là je ne vous dis pas, c'est devenu très accessible. On est également dans une époque où l'alphabétisation croît, donc on a les gens qui commencent à apprendre à lire, écrire de façon un petit peu plus large, puisque même si tout le monde ne va pas encore à l'école au début du 19e siècle, eh bien il y a quand même des écoles qui sont créées, notamment dans certaines cités ouvrières. Donc il y a quand même un accès un peu plus poussé au savoir. On est aussi dans la naissance de l'opinion publique, des grandes idées politiques qui commencent à apparaître, le socialisme, le communisme, les idées aussi du capitalisme bourgeois. Et toutes les informations en fait sont relayées par les journaux et tout ça, ça va contribuer aussi encore une fois au développement de l'opinion publique, de l'esprit critique et de la libre pensée. Alors évidemment, encore une fois, les autorités politiques craignent bien sûr que ce soit des idées qui sont contraires aux leurs qui se répandent petit à petit du coup dans la société, et les élites craignent un nivellement par le bas, bah oui, parce que l'accès de cette pauvre littérature, de ces pauvres productions littéraires à des esprits faibles, en fait, ils comprennent pas pourquoi en fait. Monsieur Lamartine parlera notamment d'ailleurs d'une littérature qui est industrielle, puisqu'on est aussi au tout début de l'émergence de cette littérature de masse qui est considérée comme illégitime, donc la littérature de genre, les thrillers, les policiers, les romans pour femmes, ou les romans de gare avec les romances. Alors je sais pas si on est encore au début de l'Arlequin, mais... Et surtout de tous ces romans feuilletons, encore une fois, qui rendent cette littérature beaucoup plus accessible au peuple et qui échappent finalement un petit peu aux élites intellectuelles qui se disent mais pourquoi ? Pourquoi ? Le temps passe encore et nous arrivons cette fois-ci au XXe siècle. XXe siècle, nouveau bouleversement, donc évidemment, qui prend son temps au cours du siècle, mais accélération dans les années 90. Oui, j'ai traversé le XXe siècle un peu vite, je suis d'accord, mais c'est ça qui m'intéresse. Quoi qu'il en soit, on est surtout à partir des années 1990 dans l'apparition d'Internet. Et Internet, c'est genre la révolution du XXe siècle, enfin, de la fin du XXe siècle. Mes élèves me demandent souvent comment, madame, on sait quand on change de période historique. Alors... ça me fait beaucoup rire parce que souvent je leur dis alors dans les faits, toi tu vas pas avoir une alerte dans ta tête qui va dire alerte, alerte, changement de période historique. En fait, les périodes historiques elles sont souvent requalifiées après, donc dans X ou Y années et on sera peut-être mort en fait quand ce sera fait. Mais il est vrai que les historiens considèrent qu'à partir des années 90, passage à l'an 2000, on est dans l'émergence un peu d'une nouvelle ère, une ère numérique, on va dire, où en tout cas il y a l'arrivée d'internet et surtout il y a une arrivée massive de diffusion de l'information. Nous là on entre dans un siècle où l'information explose, elle est partout en fait. Contrairement à avant, on était vraiment sur ce truc de protectionnisme de l'information, des brevets surtout pas diffusés, des secrets d'apprentissage, là, c'est à portée de tout le monde et
avec le pendant que à partir du moment où on est sur une démocratisation du savoir qui est rendu accessible en ligne, des échanges qui s'opèrent à travers le monde entre des experts ou des non-experts, eh bien il y a des risques aussi, malheureusement, de désinformation. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'est plus spécialement sur un siècle de attention, il y a un protectionnisme et on diffuse plus l'info, on diffuse presque trop d'infos. Et au milieu de ces fausses infos, le risque c'est de ne pas trouver quelles sont les véritables informations. Donc aujourd'hui, la véritable enjeu, c'est surtout de trier l'information. Et donc on se retrouve avec cette masse d'infos, avec ces fake news au milieu, et au milieu de ça, une difficulté du coup à reconnaître la véritable information. Et avec l'arrivée du coup et l'émergence d'Internet, puis de leurs chers amis les réseaux sociaux, où tout le monde peut s'exprimer, eh bien on n'arrive plus à distinguer la parole de l'expert de finalement la parole de la personne qui a un peu d'influence sur Internet et qui se permet de s'exprimer sur un sujet. Encore une fois, bien sûr, tout cela est à nuancer parce que on parle d'une accessibilité du savoir auprès de tout le monde, mais il existe encore, je rappelle, une fracture numérique. Tout le monde n'a pas accès à l'information, tout le monde n'a pas accès à Internet. Et ceux qui ont accès à Internet, ne savent pas forcément toujours comment se repérer au milieu de cette masse d'informations. Donc, c'est pas parce que l'info, elle est accessible, qu'elle est compréhensible. Et ça, c'est la différence. Et l'enjeu principal. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on voit émerger un nouveau progrès. Une nouvelle manière de diffuser l'information, ou de trouver l'information, ou de travailler avec l'information, ce sont les intelligences artificielles. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui est sortie récemment, que je vous encourage à aller voir si jamais ça vous intéresse, notamment sur l'usage de l'IA et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous en tant que professeurs avec l'intelligence artificielle qui arrive aussi dans nos écoles. Là, avec des intelligences artificielles telles que ChatGPT, Midjourney, on est sur des formes de cerveau qui imitent l'intelligence humaine, mais qui surtout sont capables de fournir des réponses complexes à une rapidité énorme. Et c'est intéressant parce que j'ai eu ce débat avec une amie il y a pas longtemps, enfin c'était pas vraiment un débat parce qu'on était globalement d'accord, mais où justement je lui disais, les IA sont des intelligences faibles, parce qu'elles ne peuvent pas complètement copier l'être humain. Et où elle m'a dit, c'est des intelligences faibles mais qui apprennent très vite, parce que notre cerveau humain ne va pas aussi vite que l'intelligence artificielle. Ce qui est vrai. Totalement vrai même. Il n'empêche que les IA, elles savent produire tout. Et n'importe quoi. Je nuancerai le n'importe quoi. Tout, c'est-à-dire que vous pouvez leur poser n'importe quelle information et elles savent vous répondre. À titre d'exemple, il y a quelques jours, ma chasse d'eau est tombée en panne et là je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des photos. Voilà, je les ai mis sur ChatGPT, je lui ai dit, ChatGPT, aide-moi. ChatGPT m'a aidé. ChatGPT m'a permis de changer ma chasse d'eau. Grâce à ChatGPT, mes toilettes fonctionnent de nouveau. Grâce à ChatGPT! Oh! Enfin, il n'empêche que ChatGPT, il produit à peu près tout ce qu'on veut. Sauf que ChatGPT, encore une fois, c'est une machine. C'est une machine qui apprend en imitant les comportements humains. Donc, il fait comme notre cerveau à nous, comme nous humains on fait. Mais ChatGPT, il peut aussi être amené à produire des erreurs. C'est pour ça qu'il faut quand même être attentif, faire attention et apprendre à l'utiliser comme un outil. Mon petit frère, qui fait du droit, coucou Mathéo si tu passes par là, m'a expliqué la dernière fois qu'en fait les intelligences artificielles sont victimes de ce qu'ils appellent des hallucinations. Alors, c'est pas des vraies hallucinations, elles prennent pas du cannabis, mais les intelligences artificielles, en fait, ne savent pas ne pas répondre à une question. Donc comme elles ne savent pas répondre à une question, elles vont toujours chercher à y répondre. Mais ça veut dire que vous pouvez lui poser n'importe quelle question, elle répondra. Genre, je sais pas, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de lui dire bon, je sais pas, est-ce que tu pourrais m'expliquer au niveau alchimique comment je pourrais réaliser une potion avec tel ou tel ingrédient? Et elle me répond. Alors qu'on est tous d'accord pour dire que une potion magique, a priori, c'est pas censé exister. Mais ça, elle le sait pas. Parce que l'IA, en fait, elle a pas cette notion de se dire, ce qu'on me dit, ça a pas de crédibilité, en fait. Bref, je m'égare. Ce qui est surtout intéressant à noter ici, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on est sur l'émergence, encore une fois, d'un nouvel outil, et surtout, on retrouve encore et toujours les mêmes peurs. Ces peurs, c'est la paresse intellectuelle, c'est-à-dire nivellement par le bas, comme il le disait au 19e siècle avec la littérature de masse. À titre d'exemple, pour les profs, triche scolaire, universitaire, et cette grande questionnement de se dire et comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Je peux plus demander de devoir maison, parce que des fois je repère, des fois je repère pas. Et est-ce que c'est de la triche? Est-ce qu'ils sont allés chercher de l'info? Est-ce qu'ils l'ont utilisé? Est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils se sont juste servis comme ça? Foisonnement de questions là. On a aussi des personnes qui vont se poser la question de la perte de la créativité, c'est-à-dire
Au lieu finalement de réfléchir par soi-même, on va plutôt aller chercher l'information avec l'intelligence artificielle, on va lui demander, et du coup on va plus être sur ce cerveau finalement qui réfléchit tout seul. Et encore une fois, la délégitimisation des experts, c'est-à-dire qu'au lieu finalement d'aller voir un expert, on va demander à l'intelligence artificielle. Et donc, perte de l'humain en fait, tout simplement, et du coup on se dit tous, est-ce que ça va nous remplacer ? Enfin bref, j'ai pas de réponse à ces questions, mais ce que je voulais dire par cette vidéo, c'est surtout que ces débats, en fait, ils sont pas nouveaux, ils sont anciens. À chaque arrivée d'une nouvelle technologie, on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous, on va devenir, nous, êtres humains. Alors, ce qui est assez drôle quand même, encore une fois, et assez cocasse avec l'homme, c'est que ces nouvelles technologies, elles sont pas arrivées toutes seules, hein. C'est nous qui les avons amenées, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ça pose question aussi sur, quand est-ce qu'on s'arrête, en fait ? Où s'arrête le progrès? Enfin, quand est-ce qu'on va arrêter? Parce qu'on se pose des questions, mais c'est nous qui les avons amenées, les questions, hein, si on réfléchit. Aussi, les questions qui sont un peu plus éthiques et juridiques, hein, à savoir, finalement, l'IA, elle vole des infos, hein. Elle se sert dans le travail des illustrateurs, elle se sert dans des romans, elle se sert dans des fiches techniques, elle se sert en fait de tout ce qu'il y a sur Internet. Après, vous allez me dire, elle se sert de tout ce qui est à disposition et qui est déjà à disposition. Oui et non, parce qu'elle va aussi se servir de choses où les auteurs, ils n'ont pas donné leur consentement en fait. Mais voilà, donc il y a toute cette question du vol, du plagiat, de finalement comment on encadre tout ça. Et il y a aussi la question écologique, parce que finalement, encore une fois, on tait cette question, mais les IA, ça consomme, voire surconsomme, hein. On tue une forêt à chaque fois qu'on pose une question à ChatGPT, donc qu'allons-nous faire de ça? Voilà, mais après vous allez me dire, quand je fais une recherche sur Internet, c'est le même problème, hein. Oui. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, à chaque fois qu'on fait une recherche sur le moteur de recherche Ecosia, on plante un arbre. Bon, dans tous les cas, ce que je voulais surtout dire, c'est que, l'intelligence artificielle, comme l'imprimerie, comme l'imprimerie de masse avant, comme toutes les arrivées des nouvelles technologies, Internet et compagnie, ce sont avant tout des outils. Il ne faut pas se laisser dépasser par l'outil, c'est tout. Il faut apprendre à s'en servir, il va falloir apprendre à vivre avec, il va surtout falloir aussi les encadrer, voir ce qu'on peut faire avec. Parce que, après c'est à titre personnel, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, on va pas pouvoir ne pas vivre avec en fait. Enfin, moi vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous opposer au progrès, il y a pas de souci vraiment, enfin je veux dire chacun, ça c'est propre à chacun. Moi je suis partisan du on n'arrête pas le progrès. Enfin, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai créé, l'intelligence artificielle, donc je veux dire, elle existera. Elle existera, nos élèves y vont l'utiliser, le monde l'utilise déjà. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Comment on peut l'utiliser de manière éthique, responsable, écologique? Pour moi, c'est ces questions-là, en fait, qui doivent se poser. Et après, les craintes qui sont liées à l'émergence de nouveaux outils et au progrès, encore une fois, elles sont pas nouvelles. Elles ont existé, elles existent, elles existeront encore avec les futures inventions qui arriveront. Parce que oui, après ChatGPT et les IA, il y aura autre chose, je vous assure. À chaque époque, on a peur du progrès, mais à chaque fois, il a permis d'avancer et de faire progresser le savoir. Donc c'est surtout ça qu'il faut garder en mémoire. Et c'est justement parce que le savoir libère qu'il fait peur. Alors non, on n'arrête pas le progrès, mais on peut choisir comment l'utiliser. Et là, c'est vous qui avez la clé. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. On n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de s'abonner, de mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.